À 3 mois de l'ouverture, la pression commence à monter sur le chantier. À Aspelshit, l'offre touristique est en train de s'agrandir. Il y a 2 ans, l'architecte Brissauer a racheté l'ancien restaurant Les Amis du Lac, un bâtiment aujourd'hui en pleine transformation. Alors le restaurant était de plein pied, on a enlevé la partie toiture, on a rajouté un étage supplémentaire en ossature bois, on a fait l'isolation par l'extérieur, on a changé les fenêtres. Donc on est aujourd'hui dans un intérieur nu et on est en train de faire le second œuvre. Donc le cloisonnement, l'électricité, le chauffage, la cuisine, le carrelage, etc., etc. En lieu et place de l'ancien restaurant, un hébergement touristique pouvant accueillir entre 30 et 40 personnes, dont une quinzaine pour la nuit. L'ambiance sera chaleureuse, esprit chalet avec du bois et des matériaux naturels. Ce lieu est pensé pour accueillir des séjours en famille, entre amis ou pour des entreprises. Il y a 7 chambres en tout. Il y a un espace en bas qui fait à peu près une centaine de mètres carrés pour accueillir tout ce qui est salon, tout ce qui est restauration et autres. Il y a un espace extérieur avec une piscine qui sera chauffée. C'est la demande un petit peu de nos clients qui viennent de l'extérieur. Il y aura une cuisine aussi d'été sur la partie extérieure et surtout une plage qui va donner sur ce merveilleux étang. Pour la location, il faudra compter environ 60 € par nuit et par personne. À ce projet s'ajoute également une lingerie commune, pensée à la fois pour les futurs occupants et pour la commune d'Aspelshit. Au total, le coût de l'opération s'élève à environ 750 000 € pour ce projet qui devrait officiellement ouvrir au mois de mai prochain. Clap de fin pour le tournage du nouveau court-métrage de Pierre Alt. Le réalisateur sarregueminois a voulu revisiter la légende messine du Graouli à travers l'adaptation d'une nouvelle. Lors d'une consultation médicale, Madame Cassard affirme venir pour soigner le Graouli, le célèbre dragon légendaire de Metz. En face d'elle, le docteur Lenoir, joué par Didier Benigni, tente de garder les pieds sur terre. Le court-métrage joue sur la frontière entre le réel et l'irrationnel. Alors chaque tournage est un défi technique puisque la scène finale du film, c'est avec un lance-flamme parce que le Graouli va apparaître dans la salle d'attente. Contre toute attente, le Graouli sera là. Donc ça, c'est déjà un défi. L'autre défi, c'était de reconstituer de nouveau en studio un cabinet médical. Et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec une équipe que je commence à connaître et qui m'a suivi de nouveau sur ce film. C'est la première fois que le réalisateur s'occupe d'une comédie absurde dans le registre du fantastique. Le scénario est tiré de la nouvelle du même nom, du recueil Messe Noire, écrit par Guy Bélinger et Daniel Colin. Daniel Colin a adapté le texte pour l'écran. Ce film-là, le Graouli, est un fantastique léger, parce qu'on part sur une histoire complètement décalée. Je pense que c'est aussi une manière de dédramatiser un peu des thèmes qui sont trop souvent utilisés de manière trop dramatique. Et puis ça permettait aussi de développer quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui dans le cinéma, c'est le texte. Le dragon n'apparaîtra jamais, mais sa potentielle présence est donnée par des indices visuels et sonores. Nathalie Charade a joué dans beaucoup de courts-métrages et fait également du théâtre. Elle est venue de Paris pour le rôle de Madame Cassard. Elle invoque, en matière de plaisanterie, j'imagine, le Graouli au barbecue, et le voilà qui débarque, et elle va faire avec, c'est-à-dire que c'est à la fois normal et pas normal. Là, ce que j'apprécie énormément, c'est le côté très attentif du réalisateur et assez perfectionniste, et je trouve qu'il a su s'entourer d'une très bonne équipe. Le court-métrage a été tourné en noir et blanc. Il est autoproduit par United Films. 2 jours de tournage qui se terminent. La diffusion est prévue pour le mois de juin. C'est un nouveau départ pour Verissima. Pendant près de 50 ans, c'est à Götzenbrück que l'entreprise a façonné le verre, un site historique emblématique du territoire du verre et du cristal. Mais aujourd'hui, une page se tourne. Après plusieurs années de réflexion, l'entreprise spécialisée dans l'anoblissement du verre, coupe, façonnage, décoration et vitraux d'art, s'apprête à changer de dimension. Direction Rohrbach-les-Beach. On avait ce petit décalage avec le site de Götzenbrück où finalement on avait le sentiment, sans être péjoratif, d'être encore un petit artisan. Là, on rentre dans une autre dimension. On est devenu un artisan industriel. Les nouveaux comptes, les nouveaux prospects, on va pouvoir les séduire. Des grands noms aujourd'hui, on sert Cuisine Schmitt, Triba, Lalique, Louis Vuitton, Hermès. On sert des grands noms. Mais demain, on pourra encore en avoir beaucoup plus dans notre portefeuille client.
Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Un choix stratégique mûri depuis 5 à 7 ans par la direction. Ici, l'entreprise s'offre un nouvel écrin de 6000 m², des locaux plus modernes, plus spacieux, plus fonctionnels, implantés dans une zone commerciale facilement accessible. Tout a été pensé dans les moindres détails. Organisation des espaces, circulation, conditions de travail, mais aussi investissement sur de nouvelles technologies de pointe. Alors la première chose, c'est surtout notre rentrée de matières premières. Sur Götzenbrück, nous étions encore contraints d'avoir ce que nous, on appelle dans notre jargon des petits plateaux. Mais ici, le stocker que vous voyez derrière moi, c'est un stocker qui a été dimensionné pour Verissima. On a mis en place un four de trempe sur le site de Rohrbach aussi. On en a 2 autres dans le groupe. Mais nécessairement, je voulais que ce site soit totalement autonome. Donc, impression numérique céramique, ça c'est fabuleux. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prendre une image, la mettre sur le verre. Et on a également une nouvelle chaîne de double vitrage qui va nous permettre de faire des volumes beaucoup plus grands. Le projet intègre également une dimension environnementale avec des innovations pensées pour réduire l'impact écologique du site. Mais au-delà des équipements, on a aussi, j'ai souhaité avoir un bâtiment qui soit plus respectueux de l'environnement. Donc nous allons avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit. On a une récupération d'eau pour tout notre process. Donc, ce qui veut dire qu'on ne consommera pas d'eau du réseau. Et au-delà de ça, on a un traitement d'eau, ce qui veut dire qu'on va venir traiter notre eau, séparer les bouts, traiter les bouts et renvoyer l'eau dans notre circuit. Ce chantier a débuté le 16 janvier 2025 et d'ici la fin du mois d'avril, Verissima aura définitivement quitté Götzenbrück pour s'installer dans ce nouveau site. Un projet estimé à près de 10 millions d'euros, symbole d'une entreprise qui se projette résolument vers l'avenir. Là, vas-y, tourne. Tourne, encore, tourne. Ouais, super. Comment faire en sorte que la lutte reste un sport accessible à tous? C'est le défi relevé par ces jeunes encadrants au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Des enfants en situation de handicap sont venus découvrir cette discipline. Et comme toute première expérience, chaque geste compte. Il faut guider, rassurer et s'adapter aux particularités des enfants pour que chacun puisse faire ses premiers pas sur le tapis en toute confiance. Mets les mains là. Là, regarde. Là. Toi, voilà, tourne. Faut que tu arrives à prendre le dos. Prends le dos. Parmi les encadrants plus âgés, des jeunes issus de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Ils s'entraînent au club de lutte depuis de nombreuses années malgré leur handicap. Alors aujourd'hui, c'est important pour eux de transmettre leurs compétences pour que tout le monde se sente capable de pratiquer ce sport. Quand on lutte avec des petits, en gros, il faut lui montrer des gestes doucement, il faut bien les expliquer, et pas les faire peur, et vraiment qu'ils prennent du plaisir à la lutte. Même pour le club, c'est une évolution positive pour le parcours sportif de ces jeunes qui sont déjà très prometteurs. Certains vont même viser des championnats de renommée nationale et internationale cette année. Du coup, on a créé la section de lutte adaptée il y a 8 ans au club de l'AS Sarreguemines Lutte. Donc, on avait démarré, on va dire, tout petit, avec juste l'idée d'inclure les jeunes au sein des séances le soir au club. Et au fur et à mesure, on a vu une évolution très positive chez les jeunes. Donc, on s'est donné à cœur de partir aussi sur la formation. Donc, on leur a proposé l'année dernière de faire le brevet fédéral niveau 1, donc pour être animateur encadrant d'un public débutant. Et plusieurs ont vraiment adhéré à ça. 3 ont obtenu leur diplôme. Et maintenant, l'objectif est de viser plus haut. Le brevet d'entraîneur BF2, donc 2e niveau, ou le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ça leur permettrait d'encadrer un plus large public, une fierté pour le club qui parie sur l'inclusion de tous les sportifs. Donc nous, ça nous tient à cœur parce que du coup, on a des jeunes en situation de handicap qui passent un diplôme valide et qui sont maintenant en capacité d'enseigner à un public débutant de la lutte en étant, eux, en situation de handicap. Donc on gomme toutes les barrières, on efface tous les clichés. Une expérience également enrichissante pour des élèves du collège Jean Jaurès, également présents pour l'encadrement ce jour-là. J'ai très bien aimé à leur enseigner ça et tout. Et vas-y, t'as bien aimé, toi? Oui. T'as aimé? Ouais. Y a quoi que t'as aimé? Ça. Ah non, faut pas les remontrer là directement. Et bien au-delà de l'aspect encadrement, cette journée est la preuve que le sport continue à rassembler toutes les générations, peu importe leurs différences.
Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages, mais des averses sont attendues uniquement en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Ella et il fera jour de 8h05 à 17h31. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour, liebe Zuschauer. Wäre unser Kaffeekränzel die Woche. Also am Sonntag fängt es an. Ihr könnt euch sehr amüsieren. Wir haben uns kaputt gelacht diesmal. Natürlich denke Sarreguemines ist Karneval und im Karneval, da lacht man viel, gell? Alle hopp, alle hopp, alle hopp. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Beach, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. « 507 521 € pour 6 bons numéros. Un habitant de la région a validé une grille de loto gagnante au tabac de Großbildersdorf. La nouvelle a déjà fait le tour du village. Le regagnant ne s'est pas encore manifesté, mais il fait déjà quelques envieux. 500 000 €. Oh ben ça, hein. Ça donne des heureux, hein. Oui, mais c'est pas pour moi. Et vous n'avez pas validé votre grille en fait, Non, j'ai pas joué. Non, vous n'avez pas joué. Non, ça m'a dit j'ai pas joué. Je joue pour que les autres ils gagnent, hein. Oui, il paraît qu'il y a un gros lot ici, hein, c'est pas moi, malheureusement, bon. Mais je souhaite quand même bonne chance, je suis content pour lui, celui qui a gagné. Oh, c'est énorme, c'est bien. On peut faire beaucoup de choses avec. Bah, super. C'est pas moi. Non. Mais 500 000 €, ça me ferait plaisir quand même. Mais si c'est une personne qui en a besoin, je suis content pour lui. Le gagnant doit tout de même se faire connaître dans un délai de 60 jours, sans quoi son gain sera perdu et remis en jeu. Il peut se manifester en toute discrétion directement au centre de paiement de la Française des Jeux à Metz. Peu de gens de passage, c'est surtout les gens du village et les environs, et les Allemands aussi, qui viennent jouer. Chaque semaine, 520 grilles sont validées en moyenne à Großbildersdorf. Le dernier gagnant dans la commune avait empoché la coquette somme de 4,3 millions de francs en décembre 1997. Pollueur-payeur. Ce principe souvent évoqué va enfin être appliqué sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Désormais, les producteurs de déchets seront soumis à une redevance sur les déchets industriels banals, les DIB.
Ces déchets sont du même type que les déchets ménagers, mais ils sont générés par les non-ménages, c'est-à-dire les entreprises, les industries, les commerçants, les artisans, les administrations et les associations. Le but général de cette redevance spéciale est de surtout faire prendre conscience aux producteurs de déchets, quels qu'ils soient, que ce soit le ménage ou le non-ménage, qu'il faut qu'ils fassent des efforts en ce qui concerne le tri et le recyclage, qui est souvent moins cher et qui peut protéger notre environnement. Alors il faut surtout faire cet effort-là. Par souci d'écologie, mais aussi d'équité entre les différents producteurs de déchets, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a mis en place depuis le 1er janvier 2006 la redevance sur les déchets industriels banals. Cette redevance découle d'une loi instaurée en France en 1992, mais que la communauté d'agglomération avait décidé jusqu'à maintenant de ne pas appliquer. Les DIB suivent les mêmes filières de traitement que les ordures ménagères. Toutes les collectes arrivent à Volperswiller. Jusqu'en 1999, les déchets étaient broyés, puis après décomposition à ciel ouvert, enfouis à même le sol. La législation a changé et depuis 1999, tous les déchets sont réunis à Volperswiller avant d'être transportés au site d'enfouissement de Tétin-sur-Nied. De 15 € la tonne en 1999, le coût du traitement des déchets est passé à plus de 80 € la tonne. L'application de cette redevance sur les DIB s'est donc imposée naturellement face au coût de plus en plus important du traitement des déchets. Cette année, et pour la première fois, les producteurs de déchets industriels banals vont devoir mettre la main à la poche. La redevance spéciale est un coût que l'on pratique en fonction du volume qui est présenté par ces fameux non-ménages. Chaque bac sera répertorié et sera facturé à l'entreprise. C'est la première fois qu'ils vont devoir payer la redevance. Pour la plupart, ils payent déjà la taxe ordure ménagère, mais celle-ci ne couvre pas forcément l'ensemble du service. C'est pour ça que l'instauration de la redevance spéciale se fait à l'heure actuelle. Seuls les non-ménages qui produiront moins de 660 litres de déchets par semaine ne seront pas soumis à cette redevance sur les DIB. Pour tous les autres producteurs de déchets industriels banals, le montant de la redevance spéciale sera de 21,30 € par mètre cube de déchets. Pour la communauté d'agglomération, l'objectif est multiple. Il faut responsabiliser les producteurs de déchets et surtout les inciter à la valorisation et au recyclage grâce au tri sélectif, seul moyen de réduire la quantité de déchets. La redevance spéciale sur les DIB est aussi une manière pour la communauté d'agglomération d'augmenter ses recettes pour le traitement des déchets. Mais les particuliers qui s'acquittent de la taxe sur les ordures ménagères ne verront pas pour autant leur contribution s'alléger. Sachant que le coût du traitement de tous ces déchets ne fait qu'augmenter, la mise en place de cette redevance spéciale ne pourra que limiter l'augmentation de la taxe. La réhabilitation des nouvelles galeries est attendue depuis longtemps par les habitants du secteur de Sarreguemines. Le chantier de la nouvelle médiathèque communautaire avance, même si les conditions climatiques et surtout le gel empêchent certains travaux comme le coulage du béton. Malheureusement, avec les intempéries, on a quand même pris quelques jours de retard. Aussi bien entre les fêtes de Noël avec la neige, début décembre le gel, plus en ce moment le gel. Mais bon, on fait tout pour être dans le timing, quoi. Ça fait environ 3 semaines là, qu'on a du mauvais temps pour travailler. Bon, mais il faut faire avec, quoi. Alors on avance tout ce qu'on peut. Au niveau coffrage, sans faire de bétonnage, bien sûr, parce que le temps nous handicape un petit peu, là. Actuellement, la dalle de la partie arrière parking est raccordée à la partie avant médiathèque. Le raccord entre ces deux dalles servira de joint de dilatation à l'édifice. Sur les trop longues longueurs, on ne peut pas faire un bâtiment, c'est un joint qui sépare les deux bâtiments, quoi. Ils ont une fonction différente, alors ils travaillent de façon différente. Alors si un bâtiment ou l'autre travaille d'une façon ou d'une autre, c'est ce joint qui sépare. Au-delà de l'aspect technique et fonctionnel de cette liaison, c'est aussi une étape symbolique dans la construction de ce bâtiment. Symbolique, oui, dans le sens où on a commencé avec des phases différentes. Donc on est plus haut ici à l'arrière qu'à l'avant. Et on a réussi à se rejoindre, donc malheureusement on ne peut pas couler le béton avec ce temps, quoi. Tout concorde, voilà, en fait il y a des différences de niveau parce que les cellules marchandes sont en pente. Et en fait on se rejoint avec les mêmes niveaux alors qu'on a démarré de 2 endroits différents. Et avec des pentes qui sont assez importantes quand même. Il reste encore plusieurs mois de travaux pour le gros œuvre, mais les soubassements restent l'étape la plus importante et la plus longue de la construction. Il nous reste la dalle de la partie arrière pour le parking aérien. Et par contre la partie avant, il nous reste encore 3 niveaux. Donc, mais bon, le sous-sol c'est ce qu'il y a de plus dur, donc sortir de terre.
Si la société de construction respecte les délais, le bâtiment sera remis à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui est à l'origine du projet en juin 2006. Démarreront alors les travaux d'aménagement intérieur et le déménagement de l'actuelle bibliothèque de Sarreguemines. Ouverture prévue de la première médiathèque communautaire de Lorraine, au plus tard septembre 2007. Le laboratoire Fuji s'est installé en 1990 en zone industrielle de Sarreguemines. Cette société fait partie du groupe japonais Fuji. Sa spécialité, le développement photo. Jusqu'en 2001, on ne traitait que les films argentiques. Depuis, avec l'avènement du numérique, le laboratoire a connu quelques mutations. Aujourd'hui, les opérateurs traitent par mois quelques 100 000 films argentiques et 25 000 CD de photos numériques. 11 laboratoires du même type avaient été implantés en France dans les années 90. 2 viennent de fermer, victimes de la baisse vertigineuse de l'activité argentique. 250 personnes ont perdu leur emploi. Actuellement, nous sommes à 25% de numérique par rapport à 75% d'argentique. On sait que en 2001, sur le territoire français, on traitait 100 millions de films argentiques, donc analogiques, et qu'en 2009, dans les meilleures hypothèses, on sera globalement à 10 millions de films analogiques de traités. Ici, à Sarreguemines, l'activité et la clientèle sont assurées pour 2006. On ne fait pas de gros bénéfices, mais les comptes sont équilibrés. Le marché est organisé sur le Grand Est. On compte quelques 700 clients réguliers, dont des enseignes comme Cora, Leclerc, Auchan ou la Fnac. Certains marchés sont assurés par une cellule commerciale nationale. D'autres sont à développer individuellement par chaque laboratoire, comme certains supermarchés ainsi que les photographes. 58 personnes sont employées à Sarreguemines. Ce sont majoritairement des opérateurs formés sur le tas. Le travail est posté. Une équipe de nuit de 7 personnes assure la continuité de la production. Les travaux arrivent en soirée et repartent chez le client le lendemain matin avant 11h. À savoir, une première chose, on travaille avec un produit qui ne nous appartient pas. Donc on se doit de rendre un produit conforme et irréprochable au point de vue qualité. S'il arrive un incident ou un accident sur un type de produit, on ne peut pas le rattraper, ça ne nous appartient pas. Deuxième chose, on travaille sur un produit qui a peu de valeur marchande, mais une énorme valeur sentimentale. L'investissement initial en 1990 était de 23 millions de francs. Depuis, il a fallu s'adapter et acquérir une chaîne de développement numérique. Aujourd'hui, celle-ci n'est pas saturée. Elle est même capable d'assurer le double de sa production actuelle. Mais avant cela, il faut que la photo numérique ne reste pas stockée dans les ordinateurs et que pour son impression, on choisisse de passer par un laboratoire. Le tirage papier tel qu'il est réalisé actuellement dans un laboratoire, c'est un tirage sur papier photographique avec de la chimie photographique, ce qui signifie que au niveau de la conservation de la photo, on a, par expérience, avec beaucoup de recul, on sait que la photo va avoir une longévité. On sait également que la qualité de tirage obtenue dans un laboratoire photo est très nettement meilleure que sur une imprimante bureautique. D'après les calculs, il semble prouver qu'une photo imprimée en laboratoire revient moins cher qu'une photo imprimée chez soi. À noter aussi que de plus en plus, on en revient à vouloir feuilleter un album photo plutôt que de se mettre autour d'un écran informatique. Récupérer l'ensemble de ces fichiers qui actuellement sont dormants à domicile dans un ordinateur, pouvoir les traiter, repasser sur du façonnage photographique, de telle façon à pouvoir réaliser des chiffres, surtout des chiffres d'affaires, qui nous permettront de maintenir un site tel que celui de Sarreguemines en activité dans les années à venir. Le laboratoire Fuji de Sarreguemines a 2 années difficiles devant lui. En passant ce cap et en gagnant le challenge du numérique, il aura pérennisé son site pour quelques décennies. Un nouveau créneau pour les amis des musées et des arts. L'association étend ses activités en créant une section archéologie et préhistoire. Spécialisée dans la faïence depuis le début des années 80, l'association s'est fixée comme but premier la préservation du patrimoine. Plus qu'une nouveauté, l'archéologie représente pour l'association un retour aux sources.
Pour moi, c'est un retour en arrière, aussi bien dans le temps pour ce qui est de notre région, mais également un retour en arrière pour ce qui est de l'histoire de notre association, puisque créée en 1972, ses premières activités pendant 10 ans ont été de fouiller le Grosswald, les forêts de Saint-Rasmin ou encore le site de Bliesbruck avec Madame Marguerite Pax. Une toute première réunion pour mettre en place la section archéologie et déjà de nombreuses personnes se montrent intéressées. Mise au point et briefing complet, le passionné à la tête de cette nouvelle section, Henri Günther, dresse un topo des projets et des méthodes. Le début des prospections est prévu pour le mois de février dans la campagne environnante. Le but, c'est de chercher des indices qui vont permettre à dire, voilà, donc dans ce champ-là, il y avait une occupation gallo-romaine, ou une occupation celte, ou une occupation du Moyen-Âge, en fonction de plein de paramètres. Donc c'est surtout les tessons, les monnaies, les objets qu'on va trouver, qui se trouvent sur la surface du champ, qui va nous permettre de dire, voilà, on est dans un champ de telle ou telle époque. La toute première étape consiste à se plonger dans les archives, avec comme point de départ d'anciennes cartes et la localisation des lieux-dits, avant de commencer les prospections à travers champs. Les membres de cet atelier ne seront en aucun cas amenés à se substituer à des archéologues professionnels, et leur rôle n'est pas la fouille proprement dite. Il s'agit avant tout de repérer des lieux susceptibles d'être d'anciens sites préhistoriques ou gallo-romains, en dressant la carte archéologique des environs de Sarreguemines. Une mission qui sera effectuée sous l'égide de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et en lien avec les équipes du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim et les passionnés de la Société d'archéologie d'Alsace-Bossu. Train à grande vitesse, oui, en juin 2007, pour tous, avec des horaires adaptés avec l'aide des TER, pour que de chaque gare de Moselle-Est, les voyageurs aient la possibilité de rejoindre une gare où le TGV passe. Et tout ça nécessite des aménagements, et c'est là qu'intervient le comité de desserte de l'Est mosellan, qui s'est réuni à la mairie de Forbach pour réfléchir à la question et à de nouveaux horaires. Les comités ont été créés quand il y a donc eu le transfert du TER aux régions. Et il s'agit donc, c'était en 2002 tout simplement. Et à cette occasion-là, on a décidé qu'effectivement, on donnait la parole finalement à la base, celle qui utilise véritablement le TER tous les jours, alors qu'avant, c'était simplement géré par la SNCF qui, en fonction de ses critères, donnait une desserte. Aujourd'hui, on part de l'inverse. En fait, on part de la base en demandant, en écoutant la base, ce qu'elle souhaite et essaye d'y répondre, bien sûr, avec toutes les contraintes techniques, parce que c'est difficile de faire arriver aux mêmes horaires tous les trains à la fois à Forbach, à la fois à Sarreguemines, à la fois à Saarbrück et à Metz. En Lorraine, il y a 7 comités de desserte composés majoritairement d'usagers, avec des problématiques relatives à chaque zone. Et en ce moment, la future arrivée du train à grande vitesse est commune à toutes ces zones. Mais fixer des horaires n'est pas chose facile, satisfaire tout le monde, encore moins. La difficulté, c'est de répondre à la fois aux aspirations des usagers du TER, qui sont que des usagers du TER, c'est-à-dire les lycéens, les collégiens, mais aussi les gens, donc les abonnés qui l'utilisent pour aller au travail, et en même temps de correspondre un petit peu aux attentes des usagers qui, eux, veulent aller sur Paris. Et c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, mais on essaye ensemble de trouver une solution pour répondre aux attentes de chacun. Tous les avis sont entendus, ces réunions ne se veulent pas de politesse. Et tout ça pour une meilleure équité au sein même d'une même région et de ses départements. C'est un comité qui se réunit en fait 2 fois par an. Après, une fois que les usagers, une fois que chacun a donné son avis, il est évident que les gens de la région, enfin les services techniques à la région, mais aussi les services de la SNCF, essayent de mettre en pratique au quotidien les aspirations, les demandes des usagers. Un petit peu de cette façon que ça travaille, et on essaye finalement tous les quelques mois de se retrouver pour voir à la fois les évolutions, les améliorations apportées, les changements d'horaire si c'est nécessaire, et surtout les améliorations des dessertes. Des dessertes améliorées pour un rendez-vous à ne pas manquer en juin 2007, l'arrivée de l'ICE, le train à grande vitesse allemand.